Alors, je suis Serge Doumoyota. Je suis le directeur du plaidoyer de Coalition Plus, acteur communautaire engagé depuis 13 ans dans la lutte contre le VIH. J'ai commencé comme père éducateur. J'ai travaillé au Cameroun au sein de l'association Affirmative Action. Et après le travail de la père éducation qui a bâti mon engagement communautaire, je me suis retrouvé sur les enjeux de plaidoyer et je me suis engagé notamment en tant que l'un des porte-parole du réseau Africa Gay contre le sida, qui est devenu aujourd'hui AGCS+, qui était un réseau qui visait à à tirer la lumière sur les problématiques d'accès aux services de santé pour les HSH en Afrique francophone. J'ai également servi au sein du CCM Cameroun, au sein du Forum de l'ONU-SIDA pour la jeunesse. Et aujourd'hui, je suis le directeur du plaidoyer de Coalition Plus. Donc, je viens avec ce background de terrain pour essayer de repositionner la problématique des populations clés au centre de la riposte. Ok, merci. Est-ce que tu peux me parler un peu plus d'Affirmative Action et donc du rôle de cette association au Cameroun et peut-être me donner des exemples de projets de terrain qu'a pu mener Affirmative Action voilà, pour avoir quelque chose de bien concret sur l'action de cette association. Alors, Affirmative Action naît d'un besoin. Le besoin visait à comprendre les morts inexpliquées au sein de la communauté LGBT, notamment gay, dans la ville de Yaoundé. C'était en 2010, il y avait des morts qui se comptaient et aucune explication plausible sur les causes de ces morts. Donc, lorsque nous avons su que le VIH était l'ennemi qui sévissait au sein de la communauté, on s'est dit qu'il fallait absolument se constituer en association pour pouvoir adresser ces problématiques qui nous concernaient. Donc, Affirmative Action naît vraiment de cette volonté d'apporter une réponse adaptée pour comprendre l'origine des morts et apporter des solutions pour que la mortalité cesse, voire réduise au sein de la communauté HSH dans la ville de Yaoundé. Donc, en 2012, nous avons pu mobiliser des premiers financements à travers notamment un programme financé par le Fonds mondial et en se positionnant comme sous-récipiendaire des subventions du Fonds mondial. Donc, l'idée était de faire de la prévention, donc de parler à nos pairs sur les ravages du VIH, la prévention et la distribution du matériel de prévention, notamment des préservatifs, l'incitation au dépistage systématique et bien sûr le suivi des personnes infectées par le VIH. Mais ce qui est intéressant avec Affirmative Action, c'est que très rapidement, il y a eu un second positionnement parce qu'on a compris qu'on ne pouvait plus rester à une posture d'acteur de mise en œuvre de base. Il fallait qu'on pousse pour devenir des sous-récipiendaires directs des subventions du Fonds mondial, donc pour entrer dans la coordination des financements. C'est un enjeu clé qui nous a amené à travailler sur notre système de gouvernance, à travailler sur le management, et ça nous a amené en 2016 à devenir la première structure identitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre qui avait le mandat de sous-récipiendaire des subventions du Fonds mondial, avec pour mandat de pouvoir mobiliser des ressources auprès du bénéficiaire principal et de les redistribuer au niveau d'une vingtaine de sous-récipiendaires au niveau national. Donc, Affirmative Action aujourd'hui a une couverture nationale, travaille avec les organisations HSH, donc des hommes qui ont un rapport sexuel avec des hommes, mais pas que. Aujourd'hui, elle travaille également avec des personnes qui utilisent des drogues injectables et des organisations des femmes trans et appuie l'assistance technique et l'empowerment en termes de management pour que ces organisations puissent faire le travail qu'elle a fait en 2010 sur le terrain. Ok, merci. Alors, compte tenu de la situation épidémiologique au Cameroun, j'ai un chiffre en tête, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que à Yaoundé, par exemple, un HSH sur deux est séropositif, à peu près. Je crois que c'est à peu près ça. Oui. Est-ce que tu penses que dans ce contexte épidémiologique assez tragique, si on peut dire, enfin compliqué, est-ce que tu penses que la démarche communautaire, elle est d'autant plus importante dans un contexte comme celui-là au Cameroun? Elle est capitale. Elle est capitale parce qu'effectivement,
les dernières données épidémiologiques que nous avons sur la prévalence des hommes qui ont un rapport sexuel dans la ville de Yaoundé tourne autour de 44%. Donc, ça veut dire que potentiellement, un homme gay ou un homme qui a des rapports sexuels avec les hommes dans la ville de Yaoundé sur deux est porteur du virus du VIH-Sida. Donc, c'est une prévalence qui semble statique parce qu'il y a eu des études en 2012 qui tournent autour de 44, 45 et ensuite en 2016 qui ont maintenu le même chiffre, donc il n'y a pas eu d'évolution. Donc, dans un contexte pareil qui est également marqué par un phénomène de discrimination, de stigmatisation et de pénalisation, notamment des relations sexuelles entre personnes de même sexe, il est plus qu'important de maintenir une offre de services adaptée pour les HSH. Si on veut faire reculer l'épidémie de VIH auprès des HSH, il faut absolument impliquer les communautés parce que dans un contexte de stigmatisation, il faut maîtriser les codes et savoir où aller offrir le soin et un soin adapté. Donc, mais il y a un point de vigilance quand même qu'il faudrait pointer, c'est que les efforts semblent être en blocage, en situation de blocage, parce que la prévention, la prise en charge et la communication autour du changement pour le comportement ne suffisent plus dans un contexte marqué par la stigmatisation. Il est plus que jamais important de mettre les questions des droits humains au centre de la riposte. Et quand je dis droits humains, c'est vraiment le droit à la santé en priorité, parce que le droit à la santé ne se limite pas uniquement au bien-être, à la stabilité, à la force physique, mais aussi au bien-être qui entoure tous les besoins des populations. Donc, si on veut revenir sur le droit à la santé, qui veut qu'il y ait un bien-être psychologique, qu'il y ait un bien-être moral, qu'il y ait une sorte d'aisance sociale, nous devons commencer à envisager des programmes de prise en charge globale pour les HSH. Quand je dis prise en charge globale, je pense notamment à la santé mentale, je pense à la santé sexuelle avec un bon versant sur les problématiques liées aux pathologies de la marge anale, qui restent quand même des pathologies qui affectent particulièrement la communauté HSH. Et cette offre de service ne peut être délivrée qu'au sein des structures de santé communautaires. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il est très difficile pour un HSH d'aller dans une consultation classique et de demander à avoir une consultation de la marge anale. Pourtant, auprès des centres de santé sexuelle qui ont la formation adaptée, je pense notamment au Cameroun, au centre Access d'Alternative Cameroun, où des médecins sont formés à l'accueil, à la prise en charge conviviale, il est plus aisé pour un HSH de s'y rendre et de recevoir non seulement une prise en charge liées aux pathologies de la marge anale, mais aussi un suivi psychologique qui contribueront efficacement à l'adhérence même au traitement antirétroviral. Donc aujourd'hui, on ne peut plus envisager, et heureusement, la vision de l'ONU-SIDA est très claire sur comment est-ce qu'on devrait repositionner les droits humains au cœur de la riposte. On ne peut plus envisager la prise en charge des HSH sans mettre au centre de la discussion les questions de droits humains, mais on doit également veiller à ce que les structures qui offrent des soins de santé communautaire puissent exister. Et pour qu'elles existent, il faut qu'il y ait un cadre juridique, il faut qu'il y ait un cadre légal qui favorise leur existence. Donc, il faudrait absolument qu'on puisse également aborder les questions de droit des personnes LGBT, des droits des personnes HSH, parce qu'elles aussi, elles sont aussi des êtres humains et les droits sont indivisibles. Elles doivent être traitées dans les meilleures conditions. Et merci. Est-ce que tu peux me parler maintenant de Coalition Plus et peut-être d'exemples de projets communautaires qui sont menés sur le terrain par vos associations? Oui. Donc, Coalition Plus est une fabuleuse union communautaire qui regroupe en son sein 16 adhérents et plus d'une cinquantaine d'organisations partenaires réparties dans 52 pays et sur 4 continents.
Donc, ce qui fait la force de Coalition Plus, c'est que le centre justement de son action, c'est de repositionner les communautés au cœur de la riposte, au cœur de la réponse, et de proposer des actions de plaidoyer alignées sur les programmes de recherche communautaire que nous conduisons, sur les évidences communautaires que nous mettons en avant pour justifier les besoins de prise en charge spécifiques des populations clés. Aujourd'hui, par exemple, Coalition Plus met en œuvre, grâce à son membre Rêve Plus au Burkina Faso, un projet qui s'appelle Riposte et dont l'objectif est de renforcer les capacités des populations clés et de leurs représentants aux instances de gouvernance sanitaire. Donc, le modèle Riposte veut justement travailler à donner des capacités aux représentants des populations clés au sein des CCM de 4 pays, notamment le Burkina Faso, le Mali, l'île Maurice et le Burundi. Donc, dans ces 4 pays-là, grâce au programme Riposte, les représentants des populations clés sont formés à identifier leurs priorités en matière de santé, formés à positionner leurs priorités dans les demandes de financement des subventions du Fonds mondial, formés à pousser afin que lors des grandes méquines, que les priorités qu'elles auraient portées ne soient pas dépriorisées, mais aussi pousser à l'élaboration, le suivi de la mise en œuvre des subventions du Fonds mondial à travers des mécanismes de watchdogging, donc de suivi communautaire. Donc là, c'est un exemple concret qui montre comment on peut donner des capacités à des acteurs de terrain, notamment à des pairs éducateurs, afin qu'ils puissent être des moteurs non seulement de mise en œuvre des projets, mais aussi et surtout de suivi de comment est-ce que les engagements pris par les États, de comment est-ce que les subventions attribuées par les bailleurs, notamment le Fonds mondial, se matérialisent au niveau du terrain et respectent les besoins que eux et elles auraient identifiés. Ok, et alors je rebondis un peu sur ce que tu dis. Est-ce que tu penses que les pères éducateurs et leur rôle, est-ce que tu penses que leur rôle est assez reconnu et assez soutenu, ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire sur le rôle des acteurs communautaires en général dans la lutte contre le sida? Oui. Donc, il y a énormément à faire en ce qui concerne le rôle des acteurs communautaires dans la lutte contre le sida. Et d'ailleurs, j'y ai consacré 3 années d'études puisque ça fait partie, ça constitue l'objet de mon mémoire qui s'intitule Le rôle des pères éducateurs dans la prévention du VIH auprès des populations clés au Cameroun. Donc, pour faire simple, l'observation générale que je pose dans le cadre de cette recherche est que les pères éducateurs sont utilisés comme des bénévoles, sont utilisés comme des volontaires. Pourtant, dans les faits, ils travaillent à temps plein pour atteindre des indicateurs qui se complexifient de plus en plus et des cahiers de charges qui, en comparaison avec les cahiers de charges de travailleurs qui évoluent dans le cadre des contrats encadrés par la loi, notamment des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Donc, on fait des comparaisons entre les deux cahiers de charges, on se rend compte que parfois, dans certains contextes, le travail des pères éducateurs est bien plus supérieur. Donc, dans le cadre de ma recherche, j'ai pu travailler avec 4 organisations de population au Cameroun, de HSH, de travailleuses de sexe, de personnes trans et de personnes usagères de drogue. Et au sein de ces associations, j'ai pris les contrats de travail, les contrats qui lient ces pères éducateurs avec les structures et j'ai rencontré une inspectrice du travail qui a fait une analyse à la lumière des textes de loi qui encadrent le travail au Cameroun. Et il est ressorti que, justement, il y a un vide juridique sur comment est-ce qu'on pourrait prendre en charge ce type de travail, qui est un type de travail assez nouveau, mais surtout que, compte tenu du fait que les pères éducateurs évoluent dans un contexte où il y a la pénalisation des pratiques de ces populations, s'exposent à un risque d'arrestation. Il est ressorti que les pères éducateurs travaillent dans des conditions particulièrement complexes, notamment les travailleuses de sexe qui travaillent de nuit. Il est ressorti que les pères éducateurs usagers de drogue sont exposés à des risques de violence quand ils vont dans les fumoirs pour offrir des services. Bref, il y a tellement de risques, il y a tellement de travail qui est fait, mais aucun contrat ne propose des garanties, des primes de risque, une assurance maladie, une assurance de risque. Aussi, j'ai pu voir les attentes que les organisations attendent de ces pères éducateurs. Donc, par exemple, il y a des subventions qui demandent aux pères éducateurs de mobiliser chaque mois 10 nouvelles personnes
notamment HSH, 10 HSH, et se rassurer que parmi ces 10 HSH, qu'il y ait une grosse proportion qui soient des personnes infectées par le VIH. Donc, c'est un travail titanesque en termes de mobilisation, de relance, d'écoute, et ces pères éducateurs ont des frais insuffisants seulement pour maintenir la communication. Donc, ils sont obligés de prendre de l'argent personnel qu'ils n'ont pas pour pouvoir mener à bien des programmes de prévention du VIH. Pour moi, c'est un abus. C'est un abus parce que ce sont eux qui sont en première ligne, qui prennent des risques, et on l'a vu en période Covid, comment, lorsqu'il y a eu des restrictions, des couvre-feux, les pères éducateurs étaient ceux qui maintenaient le lien aux soins avec les populations clés, mais cela est nié par le système en place. Donc, pour moi, il y a vraiment à faire en termes de revalorisation du travail du père éducateur et de sortir de ce paradigme de contrat, de bénévolat et de volontariat, parce que ce ne sont pas des bénévoles, ils font un travail à plein temps, et de restituer justement et de leur donner ce qu'ils méritent en termes de reconnaissance. Donc, un contrat de travail en bonne et due forme, des indemnités en fonction des risques qu'ils prennent pour amener le résultat, et aussi une reconnaissance institutionnelle. Parce qu'il est grand temps que la péréducation intègre l'organigramme de la pyramide sanitaire et qu'il soit effectivement reconnu pour l'effort qu'ils mettent sur la table pour qu'on puisse aujourd'hui parvenir atteindre l'objectif 3,95 fixé en 2030. Alors, dernière petite question. Est-ce que tu peux me parler de santé sexuelle, enfin, surtout en quoi développer la santé sexuelle peut permettre d'atteindre les populations clés, et quel est le rôle finalement des acteurs communautaires dans cette démarche-là? En quoi ça peut être un axe stratégique en fait de développer la santé sexuelle? Bon, déjà, il faut comprendre qu'il n'y a que par la santé sexuelle qu'on peut vraiment toucher une prise en charge globale des populations clés. Parce que le VIH ne peut plus se traiter comme élément isolé, comme partie isolée du problème. La santé sexuelle a ceci d'avantageux que ça permet, dans un point convivial, dans santé sexuelle communautaire, bien sûr, ça permet dans un point convivial d'offrir tous les services adaptés en fonction des pratiques ou bien des risques que prennent les personnes, les bénéficiaires du centre de santé communautaire. Et ce qui est intéressant à travers une approche basée sur la santé sexuelle, c'est que les services sont délivrés par du personnel formé. Un personnel qui est formé à toutes les sensibilités connues au sein des communautés des populations clés. Dans les services de santé, dans les centres de santé sexuelle communautaires, une attention particulière est portée à la formation du personnel. Et quand on dit formation du personnel, ce n'est pas que l'infirmier ou l'infirmière ou le médecin, ça commence dès l'accueil. Donc déjà, le réceptionniste, déjà le gardien là, au niveau de la sécurité, tous sont formés à l'accueil convivial des personnes trans, des personnes travailleuses de sexe, des personnes HSH. Et déjà ça, c'est un élément assez motivant qui pousse le client, qui pousse le bénéficiaire à se rendre vers le service de santé sexuelle. J'ai parlé, par exemple, des consultations des pathologies liées à la marge anale. Dans un contexte où la sexualité reste encore fortement taboue, il est très difficile pour un homme d'aller dans une clinique classique, et un homme, bien sûr, qui souffre d'une fistule ou bien d'un problème, d'un condylome ou bien même d'hémorroïdes, il est très difficile pour un homme d'aller, y compris même pour les femmes, ce n'est pas que le problème, même pour les femmes, d'aller dans un service classique et demander ce type de service. Par contre, dans les cliniques de santé sexuelle communautaire, la formation du personnel de santé et la formation de tous les agents de la chaîne de soins, de l'accueil à la sortie du circuit sont formés à cela. Ce qui est aussi intéressant dans l'offre santé sexuelle, c'est qu'on considère la sexualité comme un tout. Ça veut dire qu'on prend également en charge les questions liées aux violences, notamment les violences basées sur le genre. Dans nos cliniques de santé sexuelle, notamment la clinique du Centre des Halles à Bamako, au sein de notre organisation membre ACAD Santé Plus, ou bien celle de l'ALCS au Maroc, il y a des programmes, il y a des dispositifs d'accompagnement des populations clés victimes de violences basées sur le genre. Bon, ce qui fait que les travailleuses de sexe, par exemple, marocaines,
ont la possibilité de bénéficier d'un appui juridique au sein de la clinique santé communautaire pour les accompagner, notamment à déposer des plaintes en cas de viol, en cas d'abus. Et c'est des services qui sont quasi inexistants dans les services de santé sexuelle classique. Donc, vraiment, les services de santé sexuelle communautaire sont pour nous la réponse. Et aujourd'hui, malheureusement, on assiste à un très faible financement des cliniques de santé sexuelle. Donc, il faudrait vraiment qu'on continue à pousser le plaidoyer pour que les bailleurs qui accompagnent la réponse sur le terrain, notamment le Fonds mondial et PEPFAR, puissent davantage outiller les organisations en les dotant du minimum. Hein. Donc, quand on dit minimum, c'est vraiment un plateau technique pour qu'il y ait des consultations des pathologies liées à la marge anale, pour qu'il y ait un suivi psychosocial, pour qu'il y ait des services parajuridiques. Donc, il faut qu'il y ait des ressources pour accompagner ce paquet de services de santé sexuelle. Parce qu'on est convaincu vraiment que si on veut atteindre l'épidémie où elle se niche, c'est auprès des populations clés. Si on veut attirer les populations clés, c'est à travers des centres de santé sexuelle conviviaux où elles ne sont pas jugées, où elles trouvent tout le service adapté à leur spécificité. Et pour cela, il faut des ressources.